le complexe militaro-industriel va pousser ses intérêts. Il y a beaucoup d'élus démocrates et républicains qui sont financés par le lobby militaro-industriel, et ce sont eux qui tiennent les discours les plus belliqueux. Et après, il y a aussi les intérêts de l'industrie du pétrole et du gaz. Et là, on voit encore une fois des sénateurs, en particulier du Texas, par exemple, qui est un État qui produit beaucoup de gaz de schiste, qui sont financés par cette industrie et qui ont un intérêt à ce que la situation se complexise au point de vue de l'énergie en Europe pour imposer après des contrats avec les États-Unis pour des livraisons de gaz, par exemple. En gros, quelque part, si les Européens n'arrivent plus à acheter du gaz russe, ils pourraient peut-être acheter du pétrole de schiste ou du gaz de schiste américain. Oui, c'est aussi pour ça qu'il y avait cet effort de l'administration Trump pour faire échec au gazoduc Nord Stream 2. Et puis il y a quand même une idéologie assez forte qui est ancrée chez les diplomates américains et une partie de la classe politique qui est restée un peu dans l'esprit de la guerre froide et qui surtout a du mal à imaginer que les États-Unis puissent faire la moindre concession. Et du coup, ça provoque cette tension puisqu'ils refusent en gros de négocier avec les Russes et d'écouter leurs demandes, alors que Biden a dit par ailleurs que ces demandes étaient compréhensibles et certaines négociables. Donc même si Biden, lui, est ouvert à une certaine négociation, ce n'est pas cet état d'esprit-là qui domine à Washington. Une guerre d'ampleur mondiale se prépare-t-elle aux confins de la Russie et de l'Ukraine ? En tout cas, c'est ce que laisse entendre l'exécutif américain, Joe Biden en tête. Si on l'écoute, les choses sont claires. La Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, veut envahir son voisin de l'Ouest. Joe Biden menace donc, en utilisant des mots qui font froid dans le dos. I am hoping that Vladimir Putin understands that he is short of a full-blown nuclear war. He's not in a very good position to dominate the world. I think he still does not want any full-blown war, number one. Number two, do I think he'll test the West, test the United States and NATO as significantly as he can? Yes, I think he will. But I think he'll pay a serious and dear price for it that he doesn't think now will cost him what it's going to cost him. En France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, affiche la solidarité de l'exécutif Macron, notamment avec les États-Unis et l'OTAN, dans une période où, ne l'oublions pas, Paris et Moscou s'affrontent à fleurets-mouchetés dans le pré-carré africain de la France. La Russie se comporte comme une puissance de déséquilibre. Et il ne tient qu'à elle de devenir un acteur de désescalade. Pourquoi Vladimir Poutine est-il accusé de préparer une invasion de l'Ukraine ? En gros, parce qu'on peut observer une massification des troupes russes à la frontière. Poutine accuse à son tour les Occidentaux de se servir de l'Ukraine pour déclencher une guerre contre son pays. Le président russe refuse catégoriquement une adhésion de Kiev à l'OTAN et dit craindre une offensive ukrainienne en Crimée. Imaginons que l'Ukraine soit membre de l'OTAN, bourrée d'armes, avec des systèmes de frappe modernes au même titre qu'en Pologne et en Roumanie. Qui l'arrêtera ? Et elle démarre des opérations en Crimée, je ne parle même pas du Donbass, c'est un territoire russe souverain. Pour Moscou, l'Ukraine n'est qu'un instrument des Occidentaux pour entraîner la Russie dans un conflit armé et pour la frapper de sanctions économiques. Les États-Unis seraient à la manœuvre. Qui faut-il croire ? La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité, comme l'affirme cette citation attribuée à l'écrivain Rudyard Kipling. Une chose est sûre, aux États-Unis, les manipulations de guerre sont déjà à l'œuvre. C'est ce qui ressort d'un article de fond publié sur le site Le Vent se lève par Christophe Leboucher, ingénieur et journaliste spécialisé dans les questions de politique américaine. Nous avons voulu lui donner la parole. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors tu observes la politique américaine et forcément aussi la diplomatie de ce pays. Et au sujet de la tension avec la Russie à propos de l'Ukraine, tu observes une sorte de surenchère de la classe politique des deux bords d'ailleurs qui semble vouloir pousser Joe Biden à la confrontation. Quelle est la structuration, disons, de la classe politique américaine, des positions de la classe politique américaine à ce sujet ? Ce qui est frappant, c'est quand Biden, dans sa conférence de presse en janvier,
a voulu tempérer les choses en disant que la réaction des États-Unis sera proportionnelle à l'agression russe et qu'il était probable que les Russes attaquent ou fassent quelque chose en Ukraine. Ça a provoqué un immense tollé et des deux côtés du spectre politique. Bien sûr, c'est les républicains qui ont le plus critiqué cette position en disant en gros que ça donnait une carte blanche à Poutine pour envahir l'Ukraine. Mais des deux côtés, on a vu que c'était un discours qui a vraiment froissé Washington, la classe politique. Et du coup, qu'il y a eu une sorte de rétropédalage après de la Maison-Blanche et des démocrates pour dire non, non, si Poutine fait quelque chose, il y aura une réponse très sévère. Et ça, c'était en réponse un peu aux pressions internes de Washington et de la classe politique américaine des deux bords. Et ça se retrouve à différents niveaux. Il y a les politiques, bien sûr, qui poussent pour des sanctions préventives ou des sanctions fortes et pour une position vraiment de ne rien céder à la Russie et à Poutine, pas un centimètre, de ne pas négocier, mais de rester sur les positions qui sont les leurs. Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les médias américains, qui dramatisent la situation et qui exigent une position forte des États-Unis qui ne lâchent pas le moindre centimètre à Poutine et qui, du coup, maintiennent une pression pour le dissuader d'agir, de faire quoi que ce soit en Ukraine. Alors, quelque part, donc, il y a des vats en guerre côté républicain et côté démocrate. On avait l'impression que sous Donald Trump, il y avait une sorte de deal entre Washington et Moscou, en tout cas entre Trump et Poutine. Est-ce que cette russophilie apparente, du moins d'une partie de la classe politique américaine, a disparu aujourd'hui? En fait, c'est un peu compliqué parce que Trump était accusé par les démocrates d'avoir conspiré avec la Russie pour se faire élire, ce qui s'est avéré être faux, bien sûr. Mais du coup, ça a contraint Trump qui voulait, a priori, en tout cas c'est ce qu'il avait dit dans la campagne de 2016, tenter un rapprochement avec la Russie. Ça l'a contraint à la place à avoir une ligne très ferme. Donc, par exemple, sur l'Ukraine, il avait autorisé la vente, ou plus exactement le don d'armes assez lourdes pour les Ukrainiens, ce que Obama avait considéré comme étant une ligne rouge. Et de même, sur l'histoire du pipeline Nord Stream 2, Trump et le Parti républicain avaient tenté par tous les moyens d'empêcher ce pipeline de se faire, avec des sanctions diverses sur les différentes entreprises qui mettaient en place ce pipeline. Donc, du coup, en fait, Trump était dans une ligne beaucoup plus dure avec la Russie que ce qu'avait été Obama et que ce que tentait de faire Biden depuis qu'il était au pouvoir. Et on l'avait vu aussi sur les sanctions économiques, mais aussi sur les négociations pour les traités de contrôle des armements nucléaires, où Trump avait essayé de sortir de ces traités, de les dénoncer. Donc, en fait, Biden, c'était un peu un retour à une sorte de raison, mais ce retour s'est heurté à la politique, à ce qu'a fait Poutine, à la situation ukrainienne, et puis plus généralement à l'ambiance générale qui sied aux États-Unis en ce moment vis-à-vis de la Russie, puisque en gros, les démocrates reprochent toujours à la Russie d'avoir soi-disant manipulé les élections de 2016 et que les républicains sont traditionnellement dans une posture agressive. Alors ça, il faut nuancer parce qu'en fait, l'extrême droite du Parti républicain, l'aile la plus trumpiste, elle est plutôt hostile à toutes les aventures militaires et tempère beaucoup sur le dossier ukrainien en ce moment. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est plutôt les démocrates qui sont dans une position agressive avec l'aile, on va dire, l'aile la plus modérée, entre guillemets, du Parti républicain, et l'aile la plus extrême du Parti républicain qui, elle, est plus modérée vis-à-vis de la Russie. Finalement, c'est plus ce que signifient les mots modéré et extrême dans ce cas. Oui, ça reste confus. Au sujet des médias américains les plus influents, tu évoques un zèle guerrier qui n'est pas sans rappeler le contexte d'avant la guerre en Irak, avant laquelle les fake news se sont multipliées, notamment au sujet des armes de destruction massive. Est-ce qu'on peut déjà parler de fake news sur la Russie, sur l'Ukraine, sur cette guerre qui semble vouloir advenir? Alors, c'est peut-être un peu tôt pour juger, mais ce qu'on observe, c'est il y a deux choses. Il y a à la fois l'idéologie et les intérêts économiques. Et ce que ça se traduit par les médias, c'est un accompagnement des médias qui se transforme un peu en porte-parole du département d'État américain, de la diplomatie américaine, et voire qui précède la Maison-Blanche en ajoutant, en construisant un discours visant à la confrontation. Donc, il y a à la fois la reprise sans véritable distance de tout ce qui est des informations qui proviennent du renseignement américain ou de la diplomatie,
Donc, comme on l'avait vu en Irak, où on nous avait vendu la présence d'armes de destruction massive, et en fait, ça s'est avéré être faux, là, on tend à dramatiser la situation et à prétendre que l'invasion russe est imminente et qu'il y a tout un tas de choses qui sont faites par les Russes en sous-main pour trouver un prétexte pour envahir. Donc ça peut-être que ça va s'avérer vrai, mais en tout cas, et pour l'instant, on n'est pas sûr. Il n'y a aucune preuve qui est fournie au public pour savoir de quoi il en retourne. C'est simplement la presse qui reprend quasiment comme des faits établis les dires de l'administration américaine. Donc ça, c'est un premier aspect, le manque de recul et la dramatisation de la situation. Et ensuite, il y a tout un discours qui est tenu dans les médias pour ostraciser la Russie et pas chercher à faire de recul ou d'expliquer la situation, mais plutôt, en gros, présenter la Russie comme le méchant et l'Ukraine et les États-Unis comme le gentil. Donc, une vision assez binaire, un discours assez fort qui exige une position forte de la part des États-Unis. Et ça vient à la fois du fait que dans les médias américains, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, qui sont par ailleurs membres des conseils d'administration de l'industrie de l'armement, et donc qui tiennent des colonnes dans le Washington Post, des journaux comme ça, sans être présentés comme étant salariés de l'industrie de l'armement, mais comme étant simplement présentés comme anciens diplomates ou anciens membres de la CIA, par exemple. Donc ça donne un regard biaisé, bien sûr. Et après, il y a aussi des médias qui sont directement payés par l'industrie de l'armement, par exemple. Oui, on va en parler, Ouais. mais je voulais qu'on commence par évoquer la confrontation entre un journaliste américain, Matt Lee, et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que tu peux nous raconter? Donc ça, c'était pendant une conférence de presse, comme il y en a souvent aux États-Unis, où c'était le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui était en train de déclassifier une information, donc de répondre aux questions de la presse par rapport à une information qui venait de diffuser, comme quoi... Déclassifier une information, ça veut dire? Ils vont rendre public une information qui est détenue par le renseignement américain ou le ministre des Affaires étrangères ou de la Défense. Donc là, en l'occurrence, ils ont dit, voilà, on a des preuves comme quoi les Russes préparent un film où ils vont monter une fausse escarmouche à la frontière pour ensuite, avec des acteurs en gros, pour ensuite dire, voilà, les Ukrainiens ont attaqué des Russes à la frontière, donc on attaque. Et ça, c'est peut-être vrai, mais le problème, c'est qu'ils n'ont donné aucune preuve matérielle pour justifier ça. Donc, pendant la conférence de presse, Mike Lee, le journaliste de l'Associated Press, a demandé où sont les preuves. Et le département d'État lui a répondu les preuves, c'est moi qui vous les donne, je suis en train de vous les donner, là, je suis en train de vous parler, c'est ça l'information, c'est ça les preuves. Et donc, il y a eu un échange comme ça, aller-retour, où en fait, c'était assez lunaire parce que le journaliste demandait, oui, mais vous nous dites ça, mais on ne va pas vous croire sur parole, donnez-nous des éléments. Et le porte-parole du gouvernement a dit, les éléments, je suis en train de vous les donner, c'est ma parole, c'est ça la preuve. Et si vous ne me croyez pas, c'est que vous êtes probablement contaminé par la propagande russe, en gros, quoi. Donc, y a pas de... Ça montre un peu comme ça la déconnexion entre le discours officiel et ce que la presse aimerait voir comme élément tangible derrière. Alors, tu parlais dans ton article du site Influent Politico, site spécialisé donc dans le récit de l'actualité politique américaine. Et en fait, il est sponsorisé par une entreprise d'armement. En tout cas, une de ses rubriques, au moins, qui est sponsorisée par une entreprise d'armement. Et tu penses que c'est ce qui peut expliquer une ligne éditoriale qui est franchement belliqueuse? Oui, c'est une manifestation de la perméabilité entre la presse et le complexe militaro-industriel, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain. Donc là, typiquement, c'est une rubrique du journal qui est sponsorisée et c'est écrit dans le journal. Donc ça produit un effet assez comique où on voit un article qui dit « Attention, les Russes vont probablement attaquer dans les prochains jours », sponsorisé par le principal constructeur d'avions et d'armements de missiles aux États-Unis. Donc ça c'est assez comique à relever. Et cette entreprise s'appelle comment? Lockheed Martin. Mais après, il y a d'autres perméabilités comme ça dont on parlait à l'instant. Et c'est juste une manifestation parmi d'autres. Il y a aussi, on a eu des fuites comme quoi les PDG de certaines entreprises ont dit à leurs investisseurs récemment que la crise ukrainienne était très bonne pour leurs affaires et qu'ils s'attendaient à avoir des meilleurs bénéfices au prochain semestre du fait des tensions. Donc il y a un intérêt qui n'est pas caché, des intérêts économiques américains pour maintenir cette confrontation et cette escalade. Est-ce que quelque part, la situation économique globale après le Covid-19
peut expliquer l'avidité de certains groupes ou même une sorte de désir de fuite en avant guerrière, ou c'est vraiment les intérêts spécifiques du lobby militaro-industriel américain qui s'expriment ainsi? Je pense que c'est plus structurel, c'est plus, on voit ça dans chaque crise diplomatique, que le complexe militaro-industriel va pousser ses intérêts. Et c'est quelque chose qui est assez bipartisan au Congrès, démocrates comme républicains votent massivement les budgets militaires, les augmentations de budget militaire. Il n'y a pas vraiment de débat. Bien sûr, il y a certains élus qui sont contre, hein, surtout l'aile gauche démocrate, mais c'est quand même un consensus majeur. Ici, peut-être ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est que Biden était dans une position assez compliquée politiquement. Donc cette crise-là, ça permet au moins de parler d'autre chose que des problèmes qu'il a en politique intérieure. Donc peut-être que c'est un peu instrumentalisé aussi pour cette raison, mais ça c'est des supputations. Mais ce qu'on observe concrètement, c'est il y a beaucoup d'élus démocrates et républicains qui sont financés par le lobby militaro-industriel, et ce sont eux qui tiennent les discours les plus belliqueux. Et après, il y a aussi les intérêts de l'industrie du pétrole et du gaz. Et là, on voit encore une fois des sénateurs, en particulier du Texas, par exemple, qui est un État qui produit beaucoup de gaz de schiste, qui sont financés par cette industrie et qui ont un intérêt à ce que la situation se complexise au point de vue de l'énergie en Europe, pour imposer après des contrats avec les États-Unis pour des livraisons de gaz, par exemple. En gros, quelque part, si les Européens n'arrivent plus à acheter du gaz russe, ils pourraient peut-être acheter du pétrole de schiste ou du gaz de schiste américain. Oui, c'est aussi pour ça qu'il y avait cet effort de l'administration Trump pour faire échec au gazoduc Nord Stream 2. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce que c'est que le gazoduc Nord Stream 2 et en quoi il est important dans la géopolitique mondiale actuelle et dans ce qui se passe justement entre la Russie et l'Ukraine? Oui, alors c'est pas forcément ma spécialité, mais c'est un gazoduc donc, qui part de la Russie et qui va vers l'Allemagne pour alimenter le marché de gaz européen et en particulier l'Allemagne, et qui ne passe pas par l'Ukraine. Donc du coup, ça mettrait pour l'instant la plupart des gazoducs qui vont de la Russie jusqu'à l'Europe. Il y en a une grande partie qui transite par l'Ukraine, ce qui fait que l'Ukraine a un droit de regard, ou du moins, voilà, ça passe sur son territoire. Donc ce nouveau gazoduc qui ne passerait pas par l'Ukraine, ça augmente les capacités pour fournir du gaz aux Européens. Donc, il y a le côté purement question de volume, mais il y a aussi le fait que ça ne transite pas par l'Ukraine, et que du coup, sur le long terme, ça pérennise un peu, ça permet de pérenniser les contrats que peut passer la Russie avec le marché européen. Donc, c'est un marché qui ne revient pas, que les États-Unis aimeraient bien récupérer en partie avec le gaz liquéfié qu'eux, ils acheminent par bateau depuis les bassins de production, donc en particulier le Texas. Donc il y a une guerre commerciale aussi à ce niveau-là, bien sûr, qui se joue. Est-ce que Joe Biden a des intérêts spécifiques particuliers à faire valoir en Ukraine? Pas vraiment. Lui, du point de vue de sa vision politique, il semblerait que ce qu'il préférait, c'est se focaliser sur la Chine et dans une moindre mesure peut-être sur le Moyen-Orient. Il y a eu des histoires, on avait entendu que son fils avait été, je ne sais pas s'il est toujours membre d'un conseil d'administration d'une entreprise gazière ukrainienne, ce qui avait créé beaucoup de polémiques à l'époque. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui ressort dans le débat américain en ce moment. Alors donc, pour toi, toute cette excitation est liée à l'activisme du lobby militaro-industriel américain. Tu n'es pas en train de trancher sur la volonté ou non de Poutine d'envahir ou non l'Ukraine, mais tu constates qu'il y a des aspects qui sont quand même liés au désir de ce lobby militaro-industriel de se faire des affaires, en gros. Oui, et puis il y a deux choses. Il y a les intérêts économiques dont on a parlé, et puis il y a quand même une idéologie assez forte qui est ancrée chez les diplomates américains et une partie de la classe politique, qui est restée un peu dans l'esprit de la guerre froide, et qui surtout a du mal à imaginer que les États-Unis puissent faire la moindre concession. Et du coup, ça provoque cette tension, puisqu'ils refusent en gros de négocier avec les Russes et d'écouter leurs demandes, alors que Biden a dit par ailleurs que ces demandes étaient compréhensibles et certaines négociables. Donc, même si Biden, lui, est ouvert à une certaine négociation, ce n'est pas cet état d'esprit-là qui domine à Washington. Alors, comment tu juges l'attitude des politiques et des médias français et allemands en cette période délicate? Les médias et les politiques.
Pour être honnête, j'ai pas forcément une vision très précise de ce qui se passe. Enfin, ce que je constate quand même, c'est qu'en Allemagne, il y a une vision beaucoup plus pragmatique et on va dire moins dramatique de la situation, dans le sens où l'Allemagne a plutôt douté de la volonté russe d'envahir l'Ukraine et de la nécessité d'imposer des sanctions importantes, mais c'est aussi un intérêt économique, puisque l'Allemagne a intérêt à ce que le pipeline Nord Stream 2 s'achève et puisse livrer du gaz à l'Allemagne. Donc il y a peut-être aussi une explication économique à ça. Mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même une tendance dans certains organes de presse à reprendre un peu sans recul ce qu'on peut lire dans le New York Times ou ce qu'on peut entendre de Washington, avec moins de critiques que ce qu'on peut observer en Allemagne. Quand tu dis certains organes de presse, tu penses auxquels? Le Monde en particulier, puis la radio publique peut-être, mais après moi, je n'ai pas suffisamment de recul par rapport à ça. Merci beaucoup, Christophe Leboucher, pour toutes ces explications. Merci.